Sunderlight Productions. Ça vous est peut-être déjà arrivé de voir une photo et d'avoir un besoin réel de la toucher et de mettre les doigts dedans. C'est ce qui m'est arrivé la première fois que j'ai vu le travail de mon invité. J'étais sur un iPad avec un ami au beau milieu d'un excellent restaurant japonais. En creusant, j'ai découvert son travail sur la lumière, sa notion des volumes, son sens de la matière et du détail, et je n'étais qu'au début de mes découvertes. Dans cet épisode, on va parler de tomber littéralement à l'eau, de faire circuler son regard, de tester et de se tester, des hasards heureux qui font naître des choses magnifiques de conditions épouvantables, et surtout de se faire confiance et de ressentir les choses plutôt que de tout planifier à l'avance. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil d'Alexis Pichot. C'est tout un art de baisser cette musique. Bonjour Alexis. Salut Julien. Merci d'être là. Merci d'être venu chez moi. Tu viens de très très loin. Tu habites en Drôme. Donc t'es de passage à Paris exceptionnellement aujourd'hui. Enfin cette semaine, je crois. T'avais la semaine à Paris. On a réussi à se caler. On a trouvé vraiment un trou de souris entre ta présence et mon absence, puisque moi je pars demain à Clermont-Ferrand. Pour 2 jours, donc on a vraiment réussi à trouver ce petit moment où on était tous les deux au même endroit. Il y a mon fils qui est derrière dans la pièce à côté, donc c'est pas impossible qu'on l'entende à un moment un petit peu. Désolé les auditeurs, mais bon, en tout cas ça vaudra le coup quoi qu'il arrive, parce que ton travail est extraordinaire et je suis impatient de le faire découvrir à tous les auditeurs. La première question, c'est l'elevator pitch. Tu rentres dans un ascenseur, Steve Jobs rentre à côté de toi, et tu as 3 étages pour lui expliquer qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce que tu lui dis ? Déjà, salut Steve, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Alexis, je suis photographe spécialisé dans la photographie nocturne en nature et j'interviens dans l'espace avec mes lumières pendant un procès de temps de pose long et je crée des séries photographiques de nuit où je vais raconter une histoire. C'est un bon résumé de qui tu es. C'est vrai que j'ai beaucoup dit paysage quand on a discuté. J'ai pas insisté beaucoup sur le côté nocturne, mais j'ai insisté sur le côté light painting quand on en a parlé, qui est d'ailleurs pas forcément tout à fait le terme, parce que je vois tu fais des yeux ronds. Il y a un côté light painting, il y a un côté moins comment dire. Parce que light painting, ça va chercher très loin. C'est souvent, on voit ces côtés bariolés un peu et tout. Toi, tu vas mettre des lumières qui peuvent être beaucoup plus douces ou beaucoup plus visibles ou beaucoup plus discrètes. Il y a tout un jeu de lumière dans tes images. Et effectivement, tu peux aller dans des domaines de light painting très, très, très clairs. Oui, de toute manière, c'est cette technique photographique. Ouais. C'est du temps de pose long et j'interviens avec des lumières. Mais c'est vrai que dans ce qu'on entend par light painting, souvent ce qu'on voit, ça va être tout ce qui est écriture, tout ce qui est éclairage. Ça peut être très réducteur en fait. Oui, ça c'est un peu dommage que ça soit vu, que ce soit réducteur, mais bon, c'est comme ça pour le moment en tout cas. Pourquoi c'est réducteur aussi, je pense, parce que la plupart des gens qui démarrent ont envie de faire ça et tout le monde se paye sa petite lampe de poche et fait son petit texte love ou dessine un cœur autour d'un visage. Je pense qu'il y a de ça et en même temps c'est tellement magique ces moments-là. Enfin moi je m'en souviendrai toujours parce que j'ai commencé par là et c'était exceptionnel. C'est vraiment ça qui m'a donné aussi envie de partir dans la photographie nocturne. Parce que tout d'un coup, j'ai vu que je pouvais personnaliser en fait mes photographies de nuit, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est un art quand il est très bien maîtrisé, qui donne des résultats assez déments. Et on va en parler. On va en parler tous les deux. Tu m'as été recommandé par un ami commun qui s'appelle Alexis Paoli. Alors Alexis, à l'épisode, il en est très fier de ce numéro. C'est le 007 du podcast. Alexis, il faut savoir que c'est une des personnes qui peut me donner un nom et je peux l'inviter sans regarder le travail. Et je sais que ça va aller parce qu'en fait, on a la même construction. Vous avez le même prénom, mais lui et moi, on a une construction mentale qui est que il va me recommander des gens où il va avoir envie de comprendre ce qu'ils font. En général, on est assez d'accord sur ça. Et du coup, c'est vrai que ça a piqué ma curiosité quand j'ai été sur ton site. Surtout cette première image de ton site qui est forte. Pourtant, elle est super simple.
enfin, en apparence en tout cas, mais elle est extrêmement forte. Il y a ce grain et ce côté. Elle est palpable, je trouve. Je sais pas, je saurais pas décrire, mais tu as l'impression de pouvoir la toucher, d'être devant un tableau, de pouvoir mettre les mains dessus et que tu vas sentir un relief dessus. C'est assez incroyable cette image. Ouais, ce ressenti est décuplé quand tu la vois imprimée. Ouais, j'aimerais bien justement. Sur un papier mat, c'est exceptionnel. J'aimerais bien. J'ai découvert ça il y a quelques années quand j'avais reçu Malo dans le podcast où j'avais vu toutes ces photos sur son site parce que voilà, c'est comme ça que je prépare. Et un jour, je me suis retrouvé dans une de ces expos et j'ai vu ces photos en grand et c'est pas la même chose du tout. C'est assez. Pourtant, j'ai un grand écran, donc je les vois en grand les photos, mais imprimées sur un mur, sur du beau papier ou sur un beau support. Avec, elles prennent vie les photos. En fait, une photo, c'est fait pour être imprimée. C'est la base. On l'a oublié malheureusement, mais je crois vraiment qu'il faudrait qu'on reprenne cette habitude. On est tellement habitué à avoir du digital, mais on oublie. Mais c'est vrai que c'est important de revenir sur le papier. Ça apporte une histoire, une matière. On rentre encore plus dans l'image et c'est le support. Le support papier vient vraiment. Je trouve accompagner l'histoire de la série. Puis c'est un vrai engagement maintenant du support papier parce que finalement, le digital, ça coûte rien. C'est pas là j'ai fait une série de photos à l'argentique. Quand tu dois aller acheter ta pellicule, et la pellicule coûte très cher en ce moment. Quand tu dois faire développer, que ta photo te coûte concrètement 1 euro la photo, déjà tu fais très attention à pas les gâcher parce que là je me suis rendu compte, c'est un appareil des années 90, la mise au point est manuelle. Je me suis rendu compte que je savais pas faire la mise au point aussi bien que ce que je pensais faire. Donc tant que le sujet est proche de moi, ça va. Dès que ça s'éloigne un peu, tout est flou. Là tu apprends la valeur de la photo. Et c'est plus la même chose que quand tu as ton appareil numérique et que tu en fais 1000 en 3 heures. Là, tu en as 36. Quand sur 36, tu en as 24 qui sont bien achetées parce qu'elles sont floues. Ça fait mal, quoi. C'est clair. Donc, c'est un vrai engagement, en fait, le papier. Oui, c'est un vrai engagement. Bon, après, moi, je suis donc au numérique. Et puis, c'est vrai que je travaille d'une manière beaucoup plus lente, on va dire, mais pas dans le sens négatif. Mais je prends plus de temps. Et c'est vrai que l'impression, pour moi, c'est un peu la finalité de mon travail, quoi. C'est de voir imprimer sur un papier, c'est très satisfaisant, quoi. Mais comme tu prends ton temps, du coup, chaque photo a une valeur. Ah ouais. C'est assez étonnant pour moi de rencontrer quelqu'un qui fonctionne comme ça, parce que je suis l'exact opposé de toi. Toi, tu vas prendre une photo qui va... C'est quoi le temps de pause moyen d'une de tes images ? Ça dépend des séries, mais bon, on va dire au minimum dans les 2 minutes jusqu'à 10 minutes. D'accord. En général. Donc c'est vraiment de la patience pure. On parlait d'Alexis, juste je voulais savoir comment vous vous connaissiez tous les deux. Eh bien, écoute, on s'est rencontrés lors d'un déjeuner dans un resto italien et j'étais avec des amis dont Laurent Cronenthal qui l'a invité. Et du coup, j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. D'accord. Voilà. Laurent qui est photographe d'architecture. Que de temps en temps, je relance. Mais bon, un jour peut-être. Ça fait partie de ces gens que je suis depuis très très longtemps. Et puis un jour, peut-être, on arrivera à... Mais je crois qu'il est très, très sollicité aussi en termes d'interview et je peux comprendre qu'il n'ait pas forcément envie de se poser 1h30 face à moi. Je me suis noté que tu étais un ancien designer d'intérieur. Professionnellement, en même temps, tu n'es pas parti très, très loin de ton ancien job. En même temps, tu es parti assez loin de ton ancien job. Et je t'ai posé la question comme ça tout à l'heure. Tu m'as dit qu'en fait, ce n'était pas si évident que ça. Alors déjà, je préciserai, parce que c'est vrai que quand j'entends designer, moi, je me définis différemment. C'était vraiment de la décoration d'intérieur. Parce que peut-être parce que ton site est écrit en anglais et que c'était interior designer. Du coup, exactement. J'ai traduit très littéralement. D'accord. Donc, tu étais décorateur d'intérieur. Ouais. D'accord. Exactement. Et du coup, j'ai vraiment travaillé pendant 10 ans sur la notion d'espace, des volumes, de réagencement, de lumière, de couleurs et matière. Et c'est vrai que... Alors, je veux bien que tu répètes ta question, du coup, parce que je suis parti Donc, tu étais ancien décorateur d'intérieur. D'un côté, tu n'es pas parti trop loin de ce que tu faisais avant, et d'un autre côté, tu es parti très, très loin, mais tu me disais qu'en fait, tu n'avais pas forcément commencé dans l'ordre dans lequel moi, j'aurais cru que tu avais commencé. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, moi, quand j'ai
vraiment démarré la photographie, j'ai été dans une phase de transition de 2-3 ans entre mon activité de déco et de photographe. Et vraiment, je commençais à photographier Paris d'un point de vue architecture. Je photographiais aussi les réalisations que je faisais. Voilà, et les photographies d'architecture à Paris, bah, j'aimais énormément. Mais en même temps, à chaque fois, je me disais, j'adore, mais je trouve qu'il me manque quelque chose. Et petit à petit, j'ai glissé vers la photographie nocturne, vers le procédé de temps de pose long. J'ai découvert la magie du temps de pose long, de voir ce que l'appareil photo m'offre, que je ne vois pas moi à l'œil nu. Je trouvais ça vraiment magique. Et encore une fois, je me dis, bon, bah, c'est chouette, c'est nouvelle, parce qu'il y a vraiment des nouvelles lumières, couleurs que je ne vois pas à l'œil nu. Là, j'adorais photographier après le coucher de soleil. Et à chaque fois, je me dis, bah, je trouve qu'il manque encore quelque chose. Et puis, là, une rencontre humaine avec un circassien qui travaillait des bolasses. Donc, c'est des boules qu'il met en feu. Et pour montrer ce que la persistance rétinienne pour l'humain pouvait voir en direct live quand il faisait ses performances, il faisait photographier en temps de pose long. Et ils m'ont montré ça et j'ai vu les dessins qu'il faisait. Il faisait des mandalas, c'était complètement incroyable. Et là, d'un coup, ça a été un déclic. J'ai dit, ah ouais, donc on peut aussi vraiment dessiner là, avec des flammes pendant ce temps de pause. Et c'est de là où a démarré en fait cette idée d'utiliser la flamme à Paris et qui a été la série Révolution parisienne. D'accord, c'est ta première série, ça. C'est ma première série qui est ma série de transition entre mon ancien métier et mon futur métier. C'est le point de passage. C'est le point de passage, c'est là où je faisais ma révolution intérieure, quoi. C'est vraiment ma flamme intérieure qui sortait, quoi. J'avais vraiment un besoin de changement important. Mais en même temps, ton métier précédent a formé ton œil. Donc c'est ça ta formation quelque part. Ah oui, complètement. On va y revenir. On va y revenir un petit peu plus loin parce que justement le volume, les volumes ont une place assez importante, je trouve, dans tes images. Mais je me suis noté, tu vois, pour finir l'introduction, que c'est pas fréquent que des images me fassent vraiment rêver. Mais les tiennes, franchement, je suis vraiment resté. Alors la première série que j'ai vue, et c'est vraiment celle qui m'a le plus marqué, c'est Mon cœur en hiver, mais on va en parler un petit peu plus loin. Mais elle est d'une force, mais c'est incroyable. Donc vraiment, chapeau. Et du coup, je suis d'autant plus content de t'avoir en face de moi. On va pouvoir en parler un peu plus en détail. Sur la partie interview proprement dite, on commence toujours par les 3 premières questions, les 3 mêmes pour tout le monde. Quel livre tu offrirais à un photographe et pourquoi ? C'est n'importe quel type de livre ? Ce que tu veux. Quel livre j'offrirais à un photographe ? J'en ai aucune idée, là, comme ça. Ça te vient pas ? Ouais. Un livre de poèmes, quelque chose, non ? Y a pas... Le premier qui est venu, mais parce que j'en ai parlé récemment, et c'est un livre qui a été très fort, qui était un moment fort dans ma vie, c'était si je ne me trompe pas du titre, c'est Les mots sont des fenêtres ou des portes de Marshall Rosenberg sur la communication non violente. D'accord. Et c'était très fort. Alors, je le conseillerais à tout le monde et pas forcément à un photographe, quoi. Mais voilà, c'est le livre qui vient, parce que j'en ai reparlé les derniers, il y a quelques jours, et c'est vrai que c'était un livre fort, quoi. Le but, c'est d'en sortir un peu plus intelligent. Qu'on soit photographe ou pas, après... C'est vraiment là, il a une intelligence émotionnelle, de parler avec le cœur et pas avec la tête, quoi. D'accord, c'est le principe du photographe aussi, quelque part. Ouais. Sous certains aspects. Ouais. C'est quoi être créatif ? Qu'est-ce que c'est être créatif ? Pour moi, ça serait d'exprimer ce qui vient en moi, tout simplement. De n'importe quelle manière. Moi, ma manière, c'est la photographie, mais après, c'est de faire sortir ce qui est à l'intérieur de moi. D'accord, bonne réponse. Qu'est-ce qui te fait déclencher ? C'est une sensation étrange que j'ai à travers mon regard. Quand je regarde un paysage, quand je sens quelque chose, il y a quelque chose qui s'active vraiment dans mon regard, et je me dis là, j'ai quelque chose, il y a une émotion en fait qui me traverse, une excitation, c'est fort, et c'est là où j'y vais. Ouais, en même temps, j'ai l'impression de te poser la question à l'envers, parce que la plupart des gens, la photo est prise au moment où ils appuient sur le déclencheur, et toi, souvent, ça commence. Ouais. Ah oui, moi, c'est quand je vois, je dis là, c'est... Ouais. C'est le moment où ça peut démarrer, justement, quand tu as des lumières, quand tu as des choses à faire. Tu disais la série sur Paris avec les objets enflammés.
En fait, ils sont pas vraiment enflammés, c'est toi qui passe avec un chalumeau. Moi, j'avais pas compris, j'arrivais pas à comprendre justement comment elle s'était faite cette série. Ouais. C'est ce que tu m'as dit en préparant, que en fait les objets ne sont pas enflammés. Non. C'est juste toi qui dessines avec, mais du coup en fait tu déclenches et derrière tu crées ta photo. C'est ça. En fait, il faut imaginer que donc, l'appareil photo, lui, est sur trépied, et moi, je viens devant l'appareil photo, je suis habillé en noir, j'essaie d'être toujours un peu en mouvement, et j'utilise différents types de flammes. Donc, ça va du chalumeau à la torche. Enfin, voilà, j'avais différents outils pour créer des différentes formes de flammes. Et l'intensité de la flamme est telle que je peux aller rapidement dans le mouvement. L'appareil photo retient le mouvement de la flamme. Et moi, je me retire de l'image et je laisse l'appareil photo travailler, enregistrer tout le paysage fixe. Ouais. Du coup, tu Voilà. t'effaces, toi, avec le temps. Et du coup, moi, je disparais totalement de l'image. Mais déjà, comme je suis en mouvement, l'appareil photo, lui, n'a pas le temps de me capter. Ouais. Non, mais ça demande une vraie maîtrise. Moi, Ouais. je m'y suis essayé un petit peu quand j'ai commencé. Je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens qui découvrent la photo créative à un moment vont tester. La plupart du temps, on va tous abandonner parce qu'on n'a pas la patience de découvrir comment le faire bien. Et le faire bien, ça veut dire savoir gérer proprement sa lumière pour ne pas apparaître dans son image, son temps de pause. Moi, toutes les photos que j'ai faites où j'ai voulu faire ça, à un moment ou à un autre, j'apparais. C'est pas, ça demande une vraie maîtrise. Ça a l'air facile, ça l'est pas du tout. Non, et c'est vrai que ça me permet de replonger un peu dans la série, dans ces nuits où j'intervenais énormément. Parce que maintenant, je suis plutôt à côté de l'appareil photo, mais à l'époque, je passais beaucoup de temps devant l'appareil photo. Et c'était vraiment cette notion d'espace autour de moi aussi, avoir conscience de ce qui se passe autour de moi. Parce que là, quand on voit la photo, on voit c'est tout illuminé, mais moi, quand j'y suis, bon, sur Paris, c'est moins vrai parce que on a là quand même les éclairages de Paris, mais souvent, je suis dans la nuit totale. Donc savoir cette notion d'espace autour de moi et de pouvoir naviguer dans l'espace sans me prendre les pieds quelque part. Donc voilà, vraiment avoir cette conscience-là aussi de l'espace autour de moi. Il y a aussi ça, c'est d'arriver à bouger dans le nord le plus total sans se retrouver les quatre fers en l'air. Parce que là, ta photo, t'es bon pour la recommencer. Ouais. Et puis souvent, tu peux pas l'arrêter en cours de route. Donc comme ça, tu es obligé d'attendre 2 ou 3 ou 5 ou 10 minutes qu'elle soit terminée. Le premier aspect dont je voudrais qu'on parle sur ton travail, c'est le côté tableau, c'est le côté dessin. C'est que tu as plein de photos dans ton portfolio qui pourraient fréquemment être des dessins ou des peintures. Je disais la photo qui accueille les gens sur ton site, tu as presque envie de mettre les mains dedans. C'est intentionnel, c'est toi qui veux ça, ou c'est juste que tes photos elles sont comme ça et c'est le résultat qui est comme ça, ou c'est ce que tu cherches? En fait, là, dans cette série, donc elle s'appelle Mon cœur en hiver, et elle fait partie, cette image, d'un ensemble de 4 images qui sont au cœur de cette série, qui représentent vraiment le moment d'intensité émotionnelle dans lequel j'étais à ce moment-là, pendant cette semaine photographique, où j'étais aux îles Lofoten, en Norvège, donc tout en haut du cercle polaire. Et ça, c'était l'intensité. J'étais complètement déprimé, et c'était la partie dure. Et dans ces images, il y a quelque chose de dur. Il y a une matière qui ressort parce que là, c'était pendant la tempête de neige, et la matière de la neige crée quelque chose d'incroyable, quoi. Et là, on est assez différent d'ailleurs. On n'est plus sur du temps de pause long. Tout ça, c'est une série qui a été faite de jour. Mais dans des conditions météo vraiment difficiles, prises majoritairement depuis le van dans lequel j'avais loué. Et c'est vrai que du coup, j'ai passé énormément de temps à attendre, à observer les paysages, et d'un coup à sentir quand il y avait quelque chose, des reliefs, des chromies, des variations de gris un peu différentes, parce que là on est vraiment dans un gris-bleu. Puis là ça bouge tout le temps en plus. Tu peux repérer quelque chose, mais la seconde d'après c'est plus là, quoi. Tout à fait, exactement. Tu connais le travail de Christophe Jacquereau ou pas? Ouais. Je l'ai reçu il y a une dizaine d'épisodes, et c'était assez dingue. Pareil, son livre, je l'ai là. Et la couverture de son livre, c'est pareil, tu as envie de mettre les doigts dedans. C'est un truc, il y a un truc très tactile dans certaines photos. Je crois que c'est ces photos-là qui me parlent le plus, d'ailleurs. C'est marrant, où j'ai vraiment envie de les toucher, de les prendre dans les mains, et de sentir ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est vrai sur un beau papier avec un vrai relief, ça doit être quelque chose. Ouais, tout à fait.
Une des qualités de cette photo, et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans ta présentation, tu parles de volume, du volume des choses. J'ai pas envie de démystifier le côté magique de tes images, parce qu'il y a un côté magique, il y a un côté que t'as pas envie de comprendre trop en détail, mais en même temps, si j'ai envie de comprendre assez en détail ce qui se passe dans ta tête quand tu fais une photo comme ça, mais il y a clairement alors j'ai noté une grosse réflexion. C'est peut-être plus instinctif que réfléchi, mais il y a quelque chose sur les volumes dans tout ce que tu produis. Il y a vraiment, ils ont une place forte. Enfin, c'est très, je sais pas comment dire, c'est très organisé. Si tu sais quel élément va à quel endroit, quelle place il va occuper dans l'image, ça te parle Ah oui, 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 tout à fait. Et c'est là où, par rapport à notre discussion de tout à l'heure, c'est vrai qu'en général, je planifie pas mes cadrages, j'ai mes idées, mais j'arrive pas en me disant bon, bah, c'est exactement là où je dois être. Et en fait, à chaque fois que je suis arrivé dans un paysage, quand je sens quelque chose, je fais des petits pas de côté, j'avance, je recule, et d'un coup, je sens quand tout s'aligne, quand l'équilibre se fait. Et c'est vraiment là où mon baromètre, c'est mes yeux, quoi. Ouais. Mais c'est pas toi qui te dis tiens, je vais me déplacer de 2 centimètres par là, comme ça il va y avoir plus de ça va être un peu plus à la place. C'est vraiment tu bouges et tu essaies d'évaluer à quel moment ça marche. Ah oui, oui, je ressens avec mon regard. Alors évidemment, des fois, ça va être, c'est pas tout le temps comme ça, mais c'est majoritairement de cette manière-là. Je me déplace dans l'espace et puis je vois les plans qui bougent, et puis là d'un coup, hop, je reviens, je dis non, c'est là, oui, et je m'arrête. Et après, je mets l'appareil photo, je prends l'image, et je repars sur un autre plan, voir s'il y a quelque chose d'autre qui se passe, et puis je compare. C'est rigolo parce qu'on est plus similaires que ce que je pensais de ce point de vue-là. Moi, je vais faire des photos, je photographie des gens, je photographie des gens qui bougent. Mais par contre, je vais faire comme toi. Je vais faire plein de photos, mais je vais toujours me décaler un peu pour voir à quel moment ça marche le mieux. Ouais, c'est assez rigolo. Je pensais que tu étais plus. Que c'était plus intentionnel que ça, en fait. Alors qu'en réalité, c'est dans la tentative, quelque part, en fait. Ouais, et puis c'est rigoureux aussi à la fois, parce que c'est vraiment, je suis assez, je sens que dans mon regard, je suis très exigeant. Ouais. Donc il y a ce ressenti, on va dire vraiment, le ressenti dans le corps, vraiment dans ce que je vois, et une exigence. En tout cas, quand c'est là, tu sais que voilà, c'est là, quoi. Exactement, j'ai pas de doute, quoi. Ouais. En fait, je me relie à ça, je me dis, c'est là où je vis quelque chose, je suis en train de vivre une émotion, quelque chose qui m'anime, je dis, c'est là. D'accord. Voilà. Et c'est intéressant de voir qu'en fait, la rigueur n'empêche pas la tentative, en fait, le tâtonnement un peu par moment aussi. C'est-à-dire que ça marche presque, mais il manque un petit truc, et puis tu vas chercher un peu à droite, un peu à gauche. Mais le simple petit décalage, en fait, peut t'amener un truc fou, quoi. C'est assez intéressant de le voir comme ça. Pour les gens comme moi qui ne sont pas spécialement doués dans cet exercice, justement, est-ce que tu as un conseil sur la répartition des masses et des volumes dans l'image ? C'est là où, pour ça, la transmission plus, on va dire, académique est un peu difficile, parce que je n'ai pas fait de formation ni d'école, j'ai vraiment appris sur le tas. Et du coup, moi, j'ai plutôt apporté, faites-vous confiance et ressentez. Moi, ça va être ça, et c'est là où j'ai envie de transmettre plutôt de cette manière-là, et d'essayer de comprendre ce qu'on ressent quand on voit l'image. Et par exemple, si je vois une image, je dis je vois comment mon regard circule, et vers où j'ai envie qu'il aille. Ouais. Et c'est là où je vais déterminer mes angles, si je vais cropper un peu plus l'image, et ainsi de suite. Donc tu vas tenter, tu vas y aller. En fait, le conseil, c'est d'y aller, de se faire confiance. Ah oui, totalement, de se faire confiance. Et c'est vrai que j'ai un peu mélangé deux choses. Il y a au moment de la prise de vue, et après il y a aussi sur l'ordinateur au moment de l'editing, de voir des fois, moi je trouve qu'un petit crop va changer tout le regard, quoi, la circulation. D'ailleurs, c'est souvent le petit crop qui change. Le grand crop ne rattrape pas une image qui est pas forcément réussie. C'est comme le noir et blanc, c'est un peu un fourre-tout, mais où on a tendance des fois à un peu mettre trop de choses par moment, non ?
Je suis pas sûr Dans de comprendre ce que tu le veux dire. grand crop, c'est-à-dire que le petit crop, c'est juste un ajustement. Ouais. Le grand crop, c'est qu'on a raté quelque chose. Peut-être, ouais. Je sais pas. Non, moi, ça m'arrive aussi de me dire, bah tiens, parce que souvent, c'est peut-être des moments où je suis peut-être un peu moins sûr, où je vais effectivement Tu vas jouer la sécurité. garantir, voilà, en ayant quelque chose de plus large. Et puis, ça m'arrive de cropper beaucoup plus. Et là où je me dis, bah tiens, là, j'ai eu l'image, parce qu'évidemment, je suis pas parfait, et je fais pas que des images pas sur qui sont parfaites à la prise de vue, et ça m'arrive de devoir cropper un peu plus et tout, mais voilà. D'accord. Mais c'est parce que tu avais quand même vu quelque chose à ce moment-là. C'est juste Ouais. que tu t'es dit, je vais peut-être garder un peu de place autour. Oui, je pense que de Pour, toute manière, si j'ai besoin. dans la transmission, justement, je pense que c'est toujours bien de prendre un petit peu plus large au cas où. Voilà. Bon, au moins, ça permet de redresser au pire, quoi. S'il y a des lignes architecturales, effectivement, ça laisse un peu de marge. C'est pas plus mal. J'ai l'impression aussi que dans ce que tu fais, il y a souvent un jeu de patience, de repérage, peut-être de revenir même à certains endroits plusieurs fois pour essayer d'avoir les bonnes conditions. Alors c'est un petit peu compliqué pour toute ma photographie de nocturne, parce que souvent le repérage que je vais faire la journée ne correspond pas au rendu nocturne. Et c'est vrai que ça sera assez long, du coup, et plus fastidieux de à chaque fois faire des repérages de nuit et revenir les nuits suivantes. Bon, ça peut arriver sur des grandes séries où j'ai passé beaucoup de temps, mais majoritairement, enfin voilà, c'est vrai que je vois sur ma dernière série Insula, donc en Normandie, plein de fois j'avais fait des repérages de jour, parce que là il fallait que je vois à peu près, parce qu'il y avait je photographie au moment des grandes marées, donc au moment de la pleine lune, et je voulais voir à quel moment les îlots étaient visibles, et je calculais un peu mes timings avec la marée quand elle descendait, remontait, la position de la lune et tout, donc j'avais un minimum de calage de jour, et puis j'essayais de tout transférer sur la nuit. Donc des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Enfin, c'était... T'as des endroits comme ça où tu as dû revenir plusieurs fois pour avoir la photo que tu t'envisageais, ou c'est... Ouais, ça m'arrive, mais souvent ça se fait sur le moment. Enfin, ouais. Il y a toujours ce côté un peu instinct, ça se présente, c'est comme ça. Du coup, par exemple, sur Insula, quand tu y vas, donc tu repères le rocher, l'îlot le jour, tu y retournes la nuit, mais du coup, tu vois rien en fait. Maintenant, je suis à la lampe torche, donc c'est ça qui est un peu compliqué, et c'est ce qui contraste avec les photos quand on les voit, parce qu'elles sont quand même très contemplatives, douces, oniriques. Enfin voilà, on part dans je pense, un univers, en tout cas c'est le retour beaucoup que j'entends, qui fait du bien, qui avec voilà. Et alors que moi, c'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'intensité dans tous les sens du terme, et c'est vrai que bah voilà, je suis de nuit sur des rochers, parce qu'en général, j'avance sur des rochers avec ma lampe torche. Même si je photographiais sous environ autour de la pleine lune, ça permet d'éclairer, mais quand on est sur des rochers en équilibre, ça fait pas tout, quoi. Donc, la présence de la lampe torche est très importante, et ça rajoute vraiment à la difficulté du déplacement, des mouvements de la mer, des vagues qui viennent s'abattre à côté de moi, parce que là, j'ai besoin d'être assez proche de l'eau pour pas sentir. Souvent, j'essaie qu'on sente pas la côte, et qu'on se retrouve presque comme si on était en pleine mer, quoi. Et donc ça veut dire que tu es au bord... Je suis au bord de l'eau. Tu es déjà tombé à l'eau Écoute, ça m'est arrivé... J'ai eu 3 petites expériences. Enfin, on va dire une expérience où je me suis pas écouté. J'ai 4e nuit d'affilée. Je voulais vraiment sortir, mais je me sentais très fatigué des 3 nuits précédentes, et je me suis dit, par rapport voilà, au calage de la pleine lune, de la marée, il fallait que je sorte vers 1h du matin, et donc à minuit je me réveille pour me préparer, je me sens très fatigué et tout, je me dis bon, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, allez vas-y, et j'y vais. Donc j'avais une demi-heure de marche pour arriver sur le site, et sur le chemin du site, là sur les rochers, la fatigue était là, j'ai glissé et je suis tombé du rocher dans l'eau, entre des rochers, quoi. Et heureusement j'avais mon sac devant avec le drone, justement, je suis tombé à plat ventre dedans. Heureusement, rien n'a été trempé, les sacs étaient trempés sur l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Et moi, je me suis juste fait une égratignure, mais j'aurais pu vraiment me faire mal, quoi. Enfin, et là, j'ai dit, bon,
je rentre, je rentre dans le camion et je vais me recoucher et il faut pas, Il y a faut un pas vrai forcer, quoi. il y a un vrai contraste justement entre les images et les conditions des Ah images. ouais, C'est ça ouais. qui est assez surprenant, Ouais. c'est que tu as vraiment, c'est vrai, tu as vraiment l'impression d'un paysage qui est féerique quelque Ouais. part et qui a un vrai côté oui, onirique. Et en fait, la réalité, c'est que tu es avec des bottes de pluie, avec une lampe frontale Ouais. et en train. Enfin, je suis même pas sûr que tu vois réellement tout de suite ce que tu vas photographier à l'œil nu, quoi. Ah non, du tout, ouais. Enfin, je fais une première photo à ISO 12000 pour Ouais. essayer de voir un peu comment ce que ça va Recadrer, donner, ouais. mais il n'y a pas le rendu du temps de pose long. Donc, je vois, ça me permet de caler mon cadrage, voilà la distance et d'imaginer. Et après, c'est. Donc, ce que tu viens de dire, c'est que tu n'es pas encore passé à l'hybride. Et non. Parce que ça Ouais. te simplifierait beaucoup la vie pour le coup. Ouais, je fais. Ouais, non, tout à fait. C'est un peu le projet, là, justement. Bah je pense que le jour où tu vas y passer, tu vas te demander pourquoi tu n'y es pas passé plus tôt. Parce que dans ton cas de figure très précis, je pense que c'est un vrai plus. Ouais, donc oui, l'hybride, ça va te ça va te changer la vie. C'est tous les gens qui sont passés à l'hybride. Alors moi, c'est beaucoup dans mon entourage, des gens qui font de la soirée ou des choses comme ça, mais se demandent comment ils ont pu passer aussi longtemps sans passer à l'hybride. Et je dois avouer que moi aussi, ça m'a traversé l'esprit cette question. Parce que le deuxième point que je voulais aborder avec toi, c'était la photo de nuit. Donc tu vas pas aller faire des photos d'un éclairage existant, tu vas aller dans un endroit très sombre, tu vas toi décider de ce que tu éclaires. Alors j'ai utilisé le terme light painting qui est malheureusement un peu péjoratif aujourd'hui quand on l'utilise. Mais quelque part, si, c'est les techniques de light painting que tu vas utiliser. Donc c'est un système de pose longue et de jeu de lumière. À ce stade, c'est quoi le plus compliqué? C'est la photo, c'est l'éclairage, c'est le cumul des deux. C'est comment tu équilibres tout ça? Je pense que le plus difficile, quand même, c'est l'utilisation de la lumière. Clairement, parce qu'après le temps de pause, bon voilà, c'est plus de la technique et trouver le bon timing au niveau. Bon, de toute façon, les ISO, j'essaye toujours d'être au plus bas et puis avoir le réglage de mon diaph un peu plus haut et pour pouvoir avoir des temps de pause plus longs. Donc ça, on va dire, c'est une base qui change pas beaucoup en général. Et après, c'est vraiment le travail de la lumière, quoi. Et ça, ça prend du temps. Parce que chaque image, déjà, bon, il y a son temps de pose long, mais il y a le résultat du travail de lumière que je fais. Soit moi avec mes lumières à la main pour éclairer un paysage, ou comme dans Insula où je travaille au drone. Avec le drone, ça je voulais en parler justement. Donc voilà, c'est vraiment le travail de lumière pour venir sculpter le paysage. D'accord, donc il y a vraiment un boulot par rapport à ça. Du coup, parce que t'as pas de mode automatique, enfin t'es pas en semi-automatique, c'est toi qui règles chaque paramètre en fonction aussi de la lumière que tu vas apporter, parce que ça peut être trop, ça peut être pas assez, faut tâtonner un peu, pareil, ou c'est... Bah, je fais mes tests au début, puis je vois comment je dois affiner mes réglages et mes intensités lumineuses, mais j'ai pas des intensités lumineuses non plus, c'est pas des projecteurs de cinéma, donc ça reste des lumières portatives, de la LED. Donc de toute manière, je sais comment valoriser ça avec mon boîtier. Quand tu fais la photo, est-ce que tu sais en amont ce que ça va donner, ou il y a une petite part de surprise aussi? Ah ben c'est les deux, quoi. Je pose mon intention et après la partie créative non visible va venir. C'est ça qui est génial, et c'est même aussi des erreurs des fois où j'ai fait quelque chose, je me dis tiens, j'ai fait la loupée, puis je regarde, ah bah en fait non, ça rend pas mal, et puis je vais explorer ça. C'est l'accident heureux qui amène la photo qui fonctionne derrière. Parce que je me suis noté, tu vois, là où c'est beau, en fait, c'est le moment où ça te permet de contourner les règles, justement, dans Insula. C'est le côté laiteux de la mer en pose longue et le côté très net du rocher éclairé au drone. Et j'ai noté, tu vois, c'est un double contraste. C'est d'un côté, tu as l'ombre et de l'autre, tu as la lumière. D'un côté, tu as le flou, de l'autre, tu as le net. Tu vas chercher tout ça. C'est ça l'intention de cette série-là? Cette série, c'était Alors, c'est toujours intéressant parce que quand je démarre une série, il n'y a pas d'intention vraiment particulière. Il y a plus une exploration humaine. Souvent, je ne m'en rends pas compte, mais c'est très lié au moment de ce que je vis émotionnellement. Et c'est vrai que sur Insula,
c'était toute l'exploration de mes émotions pendant la prise de vue et ce que j'avais envie de montrer pendant que petit à petit, c'est à chaque fois au cours de la construction de la série où j'avais envie d'apporter une variation de paysages comme des pays, une variation émotionnelle, voilà, où on voit l'intensité de la brume, des vagues. Donc c'est des vagues très étirées évidemment parce que c'est des temps de pause longs. Et avec cette netteté des roches. Mais je ne suis pas sûr de vraiment répondre à ta question, en fait. La question, c'était justement le côté contrasté. C'est le côté où les règles sont complètement... C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand tu fais une photo comme ça, tu as l'un ou tu as l'autre. Tu as le net ou tu as le flou. Tu n'as pas les deux. Ou alors, c'est très compliqué d'aller chercher les deux sans intervention extérieure. Et justement, ça te permet de faire quelque chose de différent parce que justement tu as cette intervention-là de la lumière que tu crées. Ouais. Alors en fait, merci d'avoir reposé, ça me permet parce que je voulais avoir vraiment, c'était cette sensation d'îlots qui sortent d'un espace nébuleux et justement ce flou autour, cette brume, moi je trouve qu'elle permet de valoriser justement ce rocher, de perdre aussi la notion, parce que j'avais pas envie qu'on ressente tout de suite que ça soit la mer. Ça peut être souvent, on me dit, l'impression que c'est des prises de vue aériennes, de montagne. Donc moi j'aime bien ce travail de perdre les repères, de travailler avec la lumière de la lune, avec un éclairage électrique créé sur des fois dans mes images, on voit qu'il y a des doubles ombres. L'ombre de la lune, l'ombre de la lumière. Donc toujours, voilà, on perd l'échelle aussi. Souvent, on n'arrive pas à savoir si c'est tout petit ou très très grand. Donc j'aime bien trouver cet équilibre-là de perte de repères. C'est marrant parce qu'il y a ça, il y a ces contrastes sur contraste sur contraste qui fait justement aussi que la photo en lecture, elle est quand même assez facile à lire et en même temps, il y a plein d'interprétations différentes possibles, quoi. Donc ça peut être un rocher dans la mer, ça peut être le haut d'une montagne dans un nuage. Ça peut être plein de choses. Il y a effectivement deux lumières différentes qui sont en plus dans des températures de couleurs différentes parce que la lune et le drone, je crois que c'est pas la même. Non. J'ai vu, il y avait un dossier sur toi dans Réponse Photo, ce que je disais tout à l'heure. Je les garde parce qu'en ce moment, tous mes invités sont passés dans Réponse Photo à un moment ou à un autre. Et en remontant à 5-6 mois, je peux retrouver vos photos et les explications qui vont avec. Et ça, c'est assez riche. Et effectivement, sur la photo, ce qu'on voit, c'est que le drone a une lumière assez blanche et la lune a une lumière assez jaune. Ouais, c'est ça. Et que tu as un espèce d'équilibre aussi à trouver entre les deux, mais que du coup, ça crée encore un niveau de lecture supplémentaire parce que justement, il y a cette double couleur qui fait que tu te demandes d'où vient une partie de la lumière. Exactement, en fait. Et tu te poses plein de questions. Je crois que c'est ça qui fait une photo qui marche. Ce que tu disais sur la série, en fait, c'est que tu es parti Insula, c'était pas quand tu as commencé à la faire, c'était pas forcément une série dans ta tête. Non, c'est vrai que là, c'était... j'habitais en Normandie, il y a eu toute la phase du confinement, j'ai pas mal... c'était ma façon de sortir de nuit et j'avais pas d'idée préconçue, mais en fait, je tournais, ça faisait longtemps que je voyais ces rochers et je tournais autour, j'avais fait déjà des photos quelques années auparavant, juste en temps de pause long avec la lune et je trouvais ça très beau. Et il y a quelque chose qui se passait, mais j'avais envie, encore une fois, d'interpréter avec ma lumière, parce que je me sentais connecté à ces rochers et tout. Et en travaillant avec différents types de lumière, après je suis venu aussi au drone, et puis je me dis, tiens, l'éclairage zénithal, c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé dans d'autres séries. Et là, je me suis dit, je trouve que ça a du sens que ça soit une série full éclairage comme ça, et que ça soit systématique. Et puis du coup, ça a donné toute la série de photos. Et en fait, voilà, que la première image, ça, dans mes expériences, j'ai fait ça. J'avais la lune qui était en fond de scène, qui venait créer un halo lumineux. Et avec le temps de pause long, en fait, il y a eu une image qui m'a fait déclencher toute la série, quoi. Je me suis dit, tiens, là, j'ai quelque chose. Je suis très ému de ce que je voyais. Je trouvais ça très beau et je suis allé bille en tête. C'est intéressant parce que c'est toute la partie cachée de l'iceberg. Quand toi, tu arrives sur la série, elle est faite, elle est finie et tu te dis, c'est un coup de génie. À un moment, tu as eu une inspiration incroyable. Et puis, ces trucs, en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a un côté... il y a un côté presque accidentel au démarrage de la série, quoi. Ouais, et c'est ça qui est, je trouve, génial aussi. C'est d'un coup...
quelque chose que je n'avais pas forcément imaginé. Enfin, j'avais l'idée, mais pas le résultat, quoi. Ouais. Je n'avais pas pensé à ce résultat particulièrement. Et d'un coup, Mais à force de faire et d'avancer, exactement, d'essayer, de tenter, à ouais. un moment, il y en a une qui a mieux marché que les autres. Exactement, Et ouais. puis ça a lancé la série. Ouais. Mais c'est hyper intéressant parce que t'as plein de gens qui croient qu'une série, c'est une super idée et puis on avance. Et en fait, des fois, il faut avancer et l'idée vient toute seule, quoi. Oui, ça, je pense que c'est propre à chacun. On a plutôt tendance, et je pense que c'est un côté rassurant aussi, de te dire j'ai défini et je vais faire, plutôt que d'être dans le ressenti, voilà, dans l'émotionnel, et de créer comme de cette manière-là, quoi. Et justement, l'émotionnel amène vachement de choses dans une Ouais, image. ouais. Qui n'est pas un truc qui peut être trop réfléchi aussi. Il y a un équilibre à trouver, mais c'est intéressant de le voir de ce côté-là. Parce que justement, se dire que finalement, des fois, on peut simplement faire des photos. Quand tu regardes finalement Harry Gruyaert aujourd'hui, Ouais. alors il y a plein de gens qui lui reprochent de sortir un livre par an de ses archives, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il est en train de connecter des trucs dans ses archives qu'il avait peut-être même pas réfléchi et pensé à l'époque. Quand il sort un livre sur les aéroports, il a passé depuis les années 80, chaque fois qu'il passait dans un aéroport, il faisait des photos assez similaires, sans forcément se dire qu'un jour ça ferait un bouquin, quoi. Et 40 ans après, ça fait un livre. Ouais, ouais. Et des fois, en fait, les plus belles séries, elles se font sans qu'on s'en rende compte, en fait. Ouais, tout à fait. C'est, Aussi, ouais. Non, mais ça peut être aussi, une bonne source d'inspiration pour quelqu'un qui se dit moi je fais pas de série, moi je fais peu de séries, mais en réalité en fait c'est peut-être que je réfléchis trop à trouver une idée et pas assez à faire des photos pour C'est voir ça, comment ouais. elle se goupille ensuite. C'est pas évident parce que souvent on peut entendre oui, mais en photographe, il faut créer des séries. Comme tu dis, peut-être que non, on va faire plein de choses et puis tout d'un coup, c'est plus tard où la série se crée, quoi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, quoi. Faut pas. Ce qui est important, c'est de suivre ce qu'on a envie de faire, quoi. Les points se connectent rétroactivement. Ouais, en fait. faut avoir confiance. Ouais. Faut avancer en tout cas, il faut travailler et puis ça va finir par payer. On va parler de travail, on va parler de ton travail, le boulot. Alors, je ne sais pas si tu le vois comme du boulot réellement, mais c'est la photo d'architecture. C'est les deux, en fait. Moi, les deux, ma partie artistique et architecture, c'est la même chose. C'est 50-50 de mon activité. Mais dans ton esprit, c'est la même chose ou il y en a un, c'est plus ton gagne-pain et l'autre, c'est plus ce qui nourrit ton âme quelque part? En fait, je ressens énormément de joie à faire la photo d'archi. Ouais. Et même si j'atteins pas de la même manière, j'ai un plaisir fou à photographier des intérieurs, des extérieurs, parce que je suis animé par là, il y a quelque chose d'encore plus évident, c'est toutes ces lignes architecturales. Ouais. Et ça m'excite vraiment, quoi. C'est quelque chose que j'aime faire. Alors voilà, évidemment, il n'y a pas ce côté plus, on va dire, peut-être plus créatif avec l'environnement nocturne, avec mes lumières. Mais j'aime vraiment faire les deux, quoi. Et en fait, je suis aussi content de travailler 2 jours. Ouais, oui. c'est sympa aussi. Ouais. C'est quand même moins fatigant. C'est chouette aussi. Ça a son charme aussi. Je me suis noté, alors tu vois, il y a des photos, comme tu as un client qui a une idée et que la photo d'architecture est quand même relativement codifiée aujourd'hui. On a une idée assez précise de ce qu'on va attendre. Il y a des règles, il y a des photos qui sont relativement attendues et ça, tu vas les faire très très bien. Je connais pas les règles particulièrement, je fais pas de photos d'architecture. Moi, j'ai vu une fois Alexis, parce que je filmais les coulisses de ça, donc j'ai vu Alexis Paoli faire ça et j'ai vu comment ça fonctionnait. Les grands trucs que j'ai retenus, c'est que essentiellement c'est les verticales bien droites. Ça, y a pas de, c'est totalement non négociable. Qui a peut-être ce côté où on doit être capable de se repérer, de s'orienter dans un lieu. Qui est quelque chose en fait qui est attendu, ça tu le fais parfaitement bien. Mais par contre, là où ça devient très intéressant dans ta photo d'architecture, c'est le détail, c'est la matière, et c'est là que ton côté à toi créatif, volume, même parfois lumière, même si c'est pas forcément une lumière que tu crées, mais c'est une lumière qui va être naturelle, qui va exister, mais que tu vas aller repérer et chercher. C'est là qu'en fait j'ai l'impression que tu exprimes ta singularité. C'est vrai que j'aime beaucoup photographier le détail aussi, parce que ça me permet de faire 2 choses. Déjà, de valoriser le travail qui a été fait, qui a été réalisé. Je pense que ça, c'est quelque chose que je tiens vraiment de mes 10 ans dans la déco, où j'ai adoré travailler avec les artisans,
voir ce qu'ils faisaient. Enfin, je trouvais ça magnifique, le travail de leurs mains. Et du coup, c'est à vraiment venir honorer ce qu'ils font et de montrer la beauté du détail. Et ça me permet aussi de donner un rythme dans les images que j'adore. Même quand je fais des photos d'archi, j'adore raconter une histoire. Ouais. J'adore les mettre quand je vais le présenter aux clients. J'ai envie qu'ils ressentent comme s'ils vivaient quelque chose. Donc il y a un rythme. Voilà, on va passer sur un plan large, un plan plus serré. Justement, je trouve que le détail vient permettre de donner de l'histoire. Ouais. Et valoriser l'espace aussi. Ça casse un peu le rythme, ça force les gens à se focaliser sur quelque chose. Alors, moi je vois les plans larges comme plus courants, en fait, quelque part. Enfin, c'est la photo d'archi comme on la voit. Effectivement, ce petit détail, il vient enrichir vraiment l'histoire dans la série. Tu as un escalier et les 2 photos suivantes. Donc, le premier plan, c'est la photo de l'escalier comme elle doit être faite. Et les 2 images suivantes, c'est la rampe et le muret qui est en dessous, qui est dans une matière un peu rugueuse, et on voit la rugosité justement de ça. Et la photo d'après, c'est les marches et les matériaux des marches. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça très, 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 très fort parce que tu comprends tout d'un coup le matériau, tu comprends ce qui est dedans. Il y a un truc avec ces photos-là, en tout cas celles que moi je regarde avec des grands yeux quand tu les fais, c'est que c'est vraiment des photos que j'ai envie de toucher. Tu sens le relief, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais tu sens un relief et tu as l'impression que tu pourrais le sentir en fait en mettant la main dessus. Oui, bah, je pense que c'est mais c'est intéressant, ça me permet aussi de voir moi les ponts que je peux faire entre la photo d'archi, ma photo plus artistique, on va dire, ou même dans la photo artistique, voilà, il y a ce côté matière. Ouais. Et c'est vrai que j'attache de l'importance à retrouver, à sentir la matière des choses. Il y a ça, il y a le côté volume aussi qu'on retrouve beaucoup plus sur ces plans-là, parce que justement, peut-être tu as moins d'éléments et ça te permet de faire une photo un peu plus épurée, quelque part. Je ne sais pas si ça te parle, si je le dis comme ça. Oui, bah, je pense que les plans matière aussi, oui, bah, l'œil va moins circuler, on va rentrer plus, ça va être précis, et du coup... Bah, on est plus guidé en fait, et puis tu as une entrée, tu as une sortie plus claire que quand tu as on en parlait avant d'enregistrer, tu m'as dit en fait, il y a aussi ce jeu de volume sur un plan plus large, mais comme il y a plus d'éléments en fait, c'est pour ça que c'est un peu plus difficile à lire. Ouais. C'est ça. Oui, bah, je pense que bien sûr que quand on fait un plan, quand je vais faire un plan plus serré, bah ça. T'as moins de lignes en fait. T'as moins de lignes à comprendre. On est dedans, quoi. Il y a pas de. Voilà, c'est. Je pense que c'est ça. Il y a vraiment cette notion de. Moi, je raisonne beaucoup comme ça sur comment circule l'œil. Déjà, c'est amusant parce que ça me fait penser. C'était quelque chose que je disais toujours à mes clients en déco. Pour moi, c'était hyper important. La première chose, c'est la circulation dans la maison. Comment on va circuler, comment on va vivre dans cette maison. Bah, la photographie, je vois la même chose. Et comment mon œil va circuler dans l'image. Ouais, c'est important. Il y a un épisode, je crois que c'est 2 épisodes avant toi, où justement je discutais avec mon invité. On a jugé un concours photo ensemble. Ouais. Il y a une photo où je n'avais pas tout à fait compris le système de notation. J'étais un petit peu dur avec, mais je l'ai noté très sévèrement. Et la personne ne comprenait pas pourquoi je l'avais noté très sévèrement, parce que techniquement, il a respecté toutes les règles, la règle des tiers, le truc, le machin. Et en fait, l'image, je me suis rendu compte en la regardant, j'arrivais pas à l'expliquer sur le coup, et en la regardant, parce que ça m'a vraiment travaillé, j'ai compris. En fait, l'image, c'était un point lumineux au milieu avec une espèce d'élément architectural autour, plein de détails, plein de trucs. Et en fait, le problème de cette image, c'est que tu tombais dedans par le point lumineux, et après, tu étais coincé dedans. Ton regard, il tournait. C'était oppressant. Puis tu vois, moi je les ressens, les photos. Il y a des photos, je les ressens vraiment, quoi. Et là, je me suis senti, mais tu sais, prisonnier de l'image, j'arrivais plus à en sortir. C'est l'époque où j'ai changé de lunettes pour des verres progressifs, donc en plus j'avais les yeux qui avaient du mal à suivre, donc d'autant plus ça, la fatigue oculaire a fait que c'était épuisant. Et tu vois, ce côté, avoir un cheminement dans la photo où tu peux y entrer, faire un petit tour et en sortir. C'est hyper important. C'est peut-être ça aussi le jeu de volume c'est ce que permet le jeu de volume en fait. Oui, et puis bon, après encore une fois, je me dis, tout ça c'est très personnel aussi. Hein.
toi tu ressens ça, d'autres personnes ressentiront autre chose. Enfin, Ouais. Oui, tout le monde a sa lecture. Bah ouais, c'est ça aussi la difficulté quand on est dans un jury. Hein, c'est quand on présente un portfolio, une année on va être accueilli d'une certaine manière, et l'année suivante c'est un autre jury, ça va être accueilli totalement différemment. Il y a quand même des trucs, quand ton œil tourne rond. Oui. Et, effectivement, c'est bien les règles. Il y a des moments où il faut aussi leur taper dessus avec un marteau, et puis ça aide aussi à donner de la vie à une image. Je m'étais noté là où ça devient intéressant aussi, c'est quand tu commences à introduire plus ou moins discrètement des lumières dans des projets commissionnés. Ça va pas être forcément le travail, la photo d'archi, même si je suis sûr qu'il y a des moments où tu dois les insérer, mais c'est bien fait parce que j'arrive pas à les repérer. Mais tu m'as dit tout à l'heure que ça arrivait, que c'était pas... Ça m'arrive en archi d'aller manipuler un peu mes lumières pour... rajouter un peu à droite, enlever un peu à gauche, faire en pour sorte équilibrer, que ça justement, que ça soit doux. Mais c'est bien fait parce que ça ne se voit pas. Mais par exemple, sur les projets commissionnés, comme l'Opéra Garnier, comme quand tu vas aux Invalides et sur les sites militaires. D'ailleurs, les sites militaires, je suis très, 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 très surpris qu'ils t'aient laissé faire autant de choses créatives, parce que c'est pas ce qu'on imagine. On s'y attend pas, et surtout qui était encore il y a le côté déjà au niveau du rendu image, que ça leur plaise et qui m'est proposé une exposition, parce que c'est vrai qu'on va s'attendre à ce qu'ils soient plus habitués à faire des photos plus standard. Standard, c'est péjoratif de dire ça parce que c'est très personnel, mais de plans plus stricts de jour. Et là, je viens avec une ambiance nocturne avec plein de types d'éclairages différents. Et ce qui était exceptionnel, c'est qu'en plus, moi, j'abordais tous ces sites, ils me laissaient libre. Ils me disaient il y avait toute la paperasse à faire, des trucs administratifs au niveau des assurances. Mais après, je déambulais tout seul dans ces sites incroyables à faire mes images, quoi. Mais par exemple, le métro, les lumières dans le métro. En plus, ce qui est fort alors le métro particulièrement, c'est qu'au premier regard, tu te dis pas qu'il y a de la lumière ajoutée, mais tu comprends pas pourquoi il y a des côtés un peu archi-colorés. Il y a comme des arcs-en-ciel qui passent dans la photo. Ouais. Alors que tu es en intérieur, que normalement, il n'y a pas d'arc-en-ciel. Et tu peux passer devant sans réaliser que c'est pas la vraie lumière, et en te disant tiens, c'est joli, tu vois, mais t'es pas c'est pas le premier truc que tu remarques. Tu remarques la photo, tu remarques l'harmonie, tu remarques le côté carré, parce que c'est assez frontal, assez droit, et ça c'est une vraie photo d'archi quelque part. Et en même temps, derrière, il y a ce petit twist qui fait qu'elle a un tout petit truc en plus, tout à fait, qui fait qu'elle fonctionne bien. Et ça, je trouve ça beau, justement, d'arriver à accumuler les deux. C'est quelque chose que tu vas explorer dans l'avenir éventuellement, ou ça t'a traversé l'esprit d'essayer peut-être d'adapter à ton travail, ça? C'est quelque chose qui germe et qui mérite de l'explorer beaucoup plus. De commencer vraiment à l'explorer, de faire des photos d'archi avec cet univers de lumière. Ouais. Mais tout ça en indirect, mais en tout cas devenir beaucoup plus sculpté, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ce que je me dis beaucoup, c'est... en fait, je vois les espaces comme mon studio, que ce soit un espace en pleine nature ou en intérieur, et c'est de venir avec mes lumières pour sculpter en fait l'image, comme si je faisais un portrait dans un studio d'une personne. On vient sculpter vraiment la personne avec tous les flashs, les lumières. Ouais. Oui, mais c'est pas, tu vas pas aller effectivement sur un projet architectural, rajouter des couleurs arc-en-ciel et des choses comme ça, mais c'est faire ressortir les détails exactement, beaucoup plus. Mais du coup, le côté où tu vas justement dans des extrêmes sur tes projets créatifs, est-ce que ça t'apporte quelque chose du côté où tu dois être un peu plus sage, en fait? D'un point de vue, tu veux dire en lumière? D'un point de vue lumière, d'un point de vue expérience, d'un point de vue de ce que tu peux te permettre de faire. Est-ce que tu as déjà poussé le bouchon un petit peu plus loin sur des projets travail, où justement on attendait de toi quelque chose de plus sage, et tu as ajouté ce petit twist qui fonctionne parce que justement tu as été vachement plus loin ailleurs, et tu as réussi à en sortir la quintessence quelque part? Ouais, non, pas encore vraiment. C'était jusque-là très, très doux, très suggéré. Et je pense que ça mériterait que j'essaye d'aller de tester justement des choses plus poussées, pas dans les couleurs et tout, mais en tout cas sur des... je pense comme ça en en parlant, parce que je suis surjouer sur les plans, en fait, créer des variations de plans avec les lumières, les ombres, avec mes propres sources Du lumineuses. relief encore?
Oui, voilà, c'est ça, créer plus de relief, Ok, je pense. d'accord. Bon, en tout cas, c'est une belle, ça peut être une belle évolution Ouais. aussi. Je me suis noté, moi je m'arrête sur le côté technique et la compréhension du Ouais. comment tu as fait, mais il y a un aspect poétique à ton travail qu'on ne peut pas ne pas aborder. Alors j'ai été très surpris parce on en a parlé en préparant l'enregistrement. Moi je pensais qu'il y avait une réflexion assez profonde en amont de tes projets. On a vu en discutant que c'était pas toujours le cas et que des fois c'était pas forcément des accidents, mais c'était des choses qui venaient un petit peu par elles-mêmes aussi, et que tu n'avais pas forcément anticipé tout ce qui s'est passé, alors que moi j'étais persuadé que c'était le cas. Alors justement, comment est-ce que toi tu vois cet aspect-là? Comment est-ce que tu vois, tu es d'accord pour dire quand même qu'il y a un aspect poétique à ton travail? Ah oui, 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 et je pense que je pense que c'est aussi mon amour pour la nature, bon, il y a aussi l'architecture, mais c'est vrai que ces derniers temps, je travaille énormément dehors, dans la nature, parce que c'est un lieu où je me sens vraiment bien, ça me régénère. Je me sens un peu seul au monde et je suis vraiment passionné et je viens ressentir. Et c'est à travers mes déplacements, mes voyages, je ressens, je vois des paysages. Alors des fois, évidemment, à travers Internet, je vais repérer des lieux et je vais y aller parce que j'ai été attiré par ce que j'ai pu voir. Et puis je vois ce qui se passe une fois sur place. Et là, je viens avec mes idées et je commence à expérimenter et à voir ce qui se passe. Et puis je commence à créer des images et là je vois si une série peut se faire. Mm. Quelque part, la photo, c'est un moyen d'exprimer autre chose, mais c'est juste l'outil, en fait. C'est-à-dire que ce que tu photographies t'intéresse avant d'être photographié. C'est pas parce que tu fais des photos que tu vas là-bas, en fait. C'est parce que tu vas là-bas que tu fais des photos. Ouais, il y a vraiment ça. Ouais. Ouais. Enfin, moi, c'est vrai que la nature, je trouve ça exceptionnel. C'est la photo, c'est le plus, c'est Ouais, c'est le moyen d'exprimer, mais c'est même ce qui me permet de passer encore plus de temps en d'accord. nature. Mais c'est pas l'essentiel, en fait, c'est ça que je veux dire. C'est même sans la photo, tirer dans la nature, en fait, tu Ah irais oui, faire la oui, même je le chose. fais déjà. Mais c'est vrai que ça me permet d'avoir une relation encore plus intime. Mm. Parce que je vais être seul, je vais être de nuit, je vais être avec mes lumières et je vais jouer avec tout ça. Puis tu vas te forcer à exprimer ce que tu ressens. Ouais, il y a ça aussi. C'est vraiment mon moyen d'expression. Donc, c'est vraiment ça. Enfin, et c'est ce que je vois à chaque fois dans mes séries. C'est que au début, je n'ai pas encore tout le sens de la série. Et souvent, je suis surpris de voir ce que je suis en train de faire et à quel point ça résonne par rapport à là où j'en suis. Mm. Et ça, c'est très fort, quoi. Quand j'ai fait on a parlé de la Révolution parisienne. La série Révolution parisienne, c'était toute la phase de transition entre mon activité de déco d'intérieur à photographe. Ouais. Et c'était vraiment l'expression de la flamme intérieure qui sortait et qui sort des C'est ça, dessous de Paris. t'as vraiment sorti tout ce que tu avais en toi, où tu t'es dit, c'est ça. Mais ça, je l'ai vu après. Ouais. C'est vraiment, c'était très amusant. Souvent, c'est comme ça. Pareil, la série Marche Céleste, c'est ma transition entre la ville et la nature. Et donc, j'habitais Paris. Et bon, je fais de l'escalade, donc j'allais déjà à Fontainebleau pour grimper. Mais d'un coup, je me suis dit, tiens, j'ai envie de me confronter encore plus à la nuit en forêt Ouais. et de voir ce qui se passe. Et voilà, je suis parti. C'est une série qui s'est construite sur quasiment 2 ans. Et ça a représenté plus d'une 50aine de nuits où je partais seul avec mes lumières pour ressentir. Mais c'est marrant parce que en fait, c'est le moment où tu fais l'effort d'exprimer quelque chose, où tu finis par le comprendre. En fait, c'est de l'exprimer, ça t'aide à le comprendre aussi. C'est sans la série photo dans Paris, justement, est-ce que tu aurais compris que tu avais besoin d'exprimer ça à travers la photo? Est-ce que ça serait pas venu plus tard, en fait? Ou tout serait peut-être exprimé différemment, mais... Oui, je pense que ça serait une expression différente. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est exprimé. Et je pense que j'exprime les étapes de ma vie à travers la naissance d'une série photo, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant. J'essaie toujours de comprendre quelle est la genèse d'une série photo. Ouais. Et finalement, c'est une bonne manière aussi de le voir. C'est que finalement, tu les réfléchis pas forcément. Tu n'es pas obligé d'avoir un projet. Par contre, effectivement, c'est toujours lié à toi, d'une manière ou d'une autre, en fait. Et c'est juste toi qui sors quelque chose de toi, de ton cœur, pour en parler. Justement, on va parler d'une série photo en particulier. Cette série, c'est Mon cœur en hiver. Donc, c'est la première. C'est celle c'est celle par laquelle moi, je t'ai découvert. C'est une série qui est hyper forte, je l'ai dit, enfin vraiment je la trouve vraiment belle
Et c'est très surprenant de lire l'histoire de cette série-là, parce qu'elle est racontée sur ton site. Donc pour une fois, je sais où je veux aller, parce que cette histoire, je l'ai déjà lue. Mais je voudrais que tu la racontes pour les auditeurs, parce que je trouve que c'est assez inspirant de voir que des fois, ça ne va pas du tout dans le sens où on voudrait que ça aille. Et au final, ça donne quand même quelque chose d'extraordinaire. Tu peux nous en parler ? Eh ben oui, Mon Cœur Univers, c'est une série qui a été réalisée aux îles Lofoten, en Norvège. Donc déjà, je voulais partir là-bas en faisant un voyage en train et prendre le temps de voyager pour accéder aux îles Lofoten. Donc déjà, c'était une belle partie. Je le précise parce qu'il y a quelques images quand même qui ont été faites à la fin du voyage, enfin en arrivant là-bas depuis le train aussi. Et l'idée, c'était de passer une semaine dans ce paysage que je trouve très beau, qui est assez connu, qui est très carte postale. Donc ça, c'était un peu le risque aussi de tomber là-dedans. Parce que à l'ère d'Instagram, tout est une carte postale maintenant. Tout a été vu, photographié, fait, refait, refait, quoi. Ouais. Et sachant que je partais à une période aussi où les nuits étaient assez courtes, donc je ne savais même pas si j'allais pouvoir vraiment réaliser quelque chose de nuit, mais un peu tout était ouvert, quoi. Mais en tout cas, l'idée, c'était de partir une semaine. J'ai loué un van et de faire plein de randos et de rentrer dans l'intimité avec la nature. Mais le problème, c'est que j'ai eu une météo vraiment difficile et je me suis retrouvé vraiment enfermé pendant une semaine dans le van, qui était un van où il n'y avait pas de chauffage d'ailleurs, enfin juste une petite gazinière avec, le van n'était pas isolé et donc c'était un petit peu compliqué parce qu'il faisait quand même entre 0 et 2 degrés dehors. Et du coup, je me suis retrouvé enfermé dans le van à me voir fondre émotionnellement, à pas pouvoir sortir parce que j'avais pas l'énergie d'aller dans la pluie, de rentrer dans le van, tout mouillé, trempé. Tu peux pas te sécher, il fait froid. Exactement. Et du coup, je me suis vu à passer énormément de temps dans le van, à rouler, à attendre des heures devant un paysage que je trouvais a priori beau. Je dis a priori, c'est plus où je sentais qu'il y avait un cadrage potentiel. Et j'attendais, et puis d'un coup, il se passait quelque chose. Alors là, je soulevais toutes les couettes et je sautais sur l'appareil photo pour capturer ce moment. Donc ça peut être soit un rayon de soleil d'un coup qui vient percer, et c'est toute la magie que ça peut créer, ou comme cette image, ces images dont tu parlais, où c'est juste des nuances de gris-bleu qui vont se passer parce que d'un coup, il y a une tempête de neige qui vient d'arriver et tout d'un coup, le paysage se transforme. Et là, pour moi, en tout cas, il se passait quelque chose de très excitant et à photographier. Et du coup, la majorité des images ont été faites depuis le van et c'était assez... On ressent un peu ton état d'esprit, je pense, aussi dans les photos. Mais c'est une série qui, moi, je te dis, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire. Et quelque part, lire cette histoire d'un truc qui n'était pas du tout prévu comme ça, en fait, et que quelque part, dans la manière dont tu le présentes, on a un peu l'impression que tu as raté ton voyage parce que c'était un truc initiatique extraordinaire. Et au final, rien n'est allé comme prévu. Tu avais prévu d'aller dans la nature, de marcher, de découvrir. Tu es resté dans le van, planqué sous les couvertures pour pas aller. Tes photos, tu avais prévu de les faire en extérieur, de nuit. Au final, tu les fais de l'intérieur à travers la vitre. Enfin, c'est tout ce côté-là. Et en même temps, la série, elle est énorme, quoi. Tu te dis pas, c'est pas quelque chose de prévu. Encore une fois, c'est un truc que j'aime bien dans ton travail, c'est ce côté imprévu des choses qui marchent, en fait. Et là, c'était vraiment le fait d'accueillir l'impermanence. Et parce que sur le moment, je savais pas du tout ce que je faisais. Sincèrement, j'étais juste dans l'envie. Je faisais des photos, mais je voyais pas comment. Je sais pas ce qu'elle allait en sortir. Et c'est vraiment en revenant en France, en faisant l'editing, où d'un coup j'ai vu des images qui sortaient. Il y avait un fil conducteur, Il y avait un fil conducteur. Enfin, il y avait tout un truc. Et je me suis dit, mais en fait, ces images, elles viennent complètement raconter ce que j'étais en train de vivre, quoi. J'ai photographié là où j'étais, quoi. Donc, là où j'étais émotionnellement, quoi. C'était dans le dur. Et je pense que c'est ce qu'on ressent quand même quand on voit ces images. C'est intense, quoi. Donc, non, mais j'ai vu une citation. Attends, je vais juste reprendre le truc. Je note mes citations. Vas-y. Alors, j'avais une citation. Ça me fait penser à une citation photo. Je note, pour les gens qui ne le savent pas, je note les citations que je trouve.
Euh, Très bien organisé. Hein. ouais, j'essaye. C'est beau, hein, avec les dates et J'aime tout, bien au tampon. prendre soin. Voilà. Georgie Pinkasov. N'ayez pas peur de prendre de mauvaises photos, car les bonnes photos sont les erreurs des mauvaises photos. Excellent. Je trouve que ça, Ouais, c'est très bon. Ouais. ça résume bien, ça résume bien ces accidents heureux, en fait, qui est que des fois, tu as l'impression que rien de bon ne va sortir de ce que tu fais. Et en fait, c'est là que tu es en train de faire ton meilleur travail quelque part. Tout à fait. Ouais. C'est assez... Ouais, je pense c'est de ne pas perdre face et de continuer, même si moi j'étais vraiment dans le dur. Et j'étais, non, je suis là, continue. Et je ne sais pas ce qui va se passer, mais quelque chose va sortir de tout ça. Quoi. Du coup, comment tu abordes l'éditing de cet album-là ? Tu ne dois pas arriver débordant d'enthousiasme à l'idée de trier ces photos-là, quoi. Non, bah, c'est vrai que au début, c'était pas forcément enthousiasmant, clair, parce que j'étais encore dans le dur du voyage. Et bah, petit à petit, en fait, voilà, j'écume, je retire, j'assemble. Et là, petit à petit, je vois un fil rouge qui se crée. Et là, ça devient tout de suite plus lumineux. Et surtout aussi le moment où je me suis dit, en fait, ouais, je vais raconter aussi une expérience qui a été dure, quoi. Donc je trouvais ça aussi chouette de pouvoir raconter cette partie-là de mon expérience de photographe. Voilà, je trouvais ça chouette de c'est ta vie, ça, en quoi. fait. Quelque part, il Ouais. y a toujours un petit bout de toi dans les images, en fait. Exactement. Et c'est vrai que surtout, en plus dans l'heure où on a tendance à voir que des choses belle, enfin Ouais. dans le sens on a l'impression que tout va bien, Oui, mais en fait la vie est parfaite. La vie est parfaite, et en fait quand on parle vraiment avec les gens, on voit que ils traversent des choses dures aussi, donc Bah, c'est ça qui est profond, en fait. On a trop vu des belles choses, des choses qui se veulent parfaites, alors qu'en fait on sait très bien derrière que c'est pas le cas, et que même des fois c'est tout l'inverse, et que si tu élargissais un petit peu la photo, tu verrais toute la misère qui est derrière, en fait. Ouais. C'est assez édifiant des fois. On arrive à la conclusion de l'épisode. Wow. Si je te demande le pire moment de ta carrière. Le pire moment de ma carrière. Sous la couette, dans le van, sous la pluie, qui donne un bon moment derrière. C'est marrant, c'est vrai que c'était très difficile. Bah, le pire moment, allez, peut-être là j'étais en Inde pour travailler sur une série, et au bout d'une semaine, j'avais prévu 2 semaines de photos, et au bout d'une semaine, mon appareil photo s'est explosé sur le sol. Ah merde. Donc ouais, ça c'était très dur. Très dur, parce que j'ai vu... j'étais à la moitié de la série, à peu près, de ce que j'avais imaginé, et là tout s'est arrêté, quoi. Ouais. Puis en Inde, va trouver un appareil photo de rechange. Et puis après j'avais d'autres plans qui faisaient que je pouvais pas passer plus de temps sur ça, et puis voilà, puis va comme tu dis, va trouver voilà. Puis il y avait un peu une situation de dire, bon, allez, de lâcher prise, c'est que ça devait être comme ça, et maintenant j'ai beaucoup plus de recul, mais ouais, c'était un moment dur, et tout. Ouais. Voilà, c'était récent, c'était en mars. C'est agaçant, mais bon, on va savoir ce que ça t'a peut-être évité de vivre. Exactement. Derrière, tu sais pas. Ouais, tout à fait. À quoi ça mène. Du coup, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière ? Le meilleur moment de ma carrière. C'est dur, ça aussi. Je sais pas. Un des très beaux moments de ma carrière, c'était ça c'est lié quand même voilà, la reconnaissance, le projet avec l'Opéra de Paris. Ouais. Ça, c'était parce que tout s'est fait d'une manière simple, facile. Résultat des images, je les trouve super belles, et une très belle collaboration. Voilà, si tu peux en dire un petit peu plus pour les auditeurs qui n'ont peut-être pas encore vu la série, je mettrai le lien. Alors donc là, c'est une commande de l'Opéra de Paris qui donc m'a demandé de réaliser des photos et vidéos d'une installation d'une artiste lumineuse. Donc voilà, eux, ils faisaient ce travail avec cette artiste lumineuse où ils installaient plein de lumière à l'Opéra Garnier, et ils avaient besoin de quelqu'un qui soit capable de photographier l'architecture de nuit avec des lumières. Donc, ce qui tombait plutôt bien. Donc ils ont fait appel à moi, et c'est vrai que ça c'était
C'était magnifique de travailler dans cet environnement-là. Tout le relationnel était exceptionnel avec toutes les personnes. Et le résultat s'est fait... Il est très cohérent avec ton portfolio, le résultat d'ailleurs. Ouais, ça marche bien. Et je pense qu'ils ont bien vu pourquoi m'appeler. Et le résultat, moi, j'ai trouvé ça très beau. Ils ont adoré. Il y a eu très peu de retours. C'était vraiment chouette que ça soit autant en photo que vidéo. C'est une très très belle expérience. Ça rend super super bien. Et c'est vrai que quand tu as cette espèce d'hyper spécialisation où quand on fait un truc très précis, on t'appelle toi parce que c'est toi, le spécialiste, je trouve que c'est la plus belle reconnaissance en fait, quelque part. C'était pas envisageable que ce soit quelqu'un d'autre parce que en fait, celui qui sait faire ça, c'est toi. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment beau. Il me reste à te remercier d'être venu jusqu'ici. Les étoiles se sont vraiment bien alignées pour qu'on se rencontre. Pour une fois, ça n'a pas été trop compliqué à organiser. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Merci d'avoir ouvert ton regard comme tu l'as fait. Merci. C'était passionnant. Et je suis ravi de t'avoir reçu. Vraiment. C'est partagé. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify pour nous aider à monter dans les classements. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.